Oui, merci beaucoup, Christophe. Je pense que vous en êtes très bien sorti. Vous n'avez pas accru le retard. Effectivement. Merci à tous les membres du panel. Ce que vous avez dit concernant le fait de lutter contre la mésinformation, la désinformation, suite à ce que nous avons entendu, on comprend bien que c'est un problème très complexe et qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour comprendre ce phénomène. Alors bien sûr, c'est difficile de travailler sur ces questions et qu'il faut effectivement continuer à faire de la recherche. Mais on a également entendu cet appel à l'adoption d'une approche plus holistique, plus systémique. Donc merci beaucoup de vos interventions, de vos contributions qui ouvrent la voie à une discussion. Et je suis sûre que la direction générale de l'ECDA continuera effectivement d'étudier cette question. Alors, toujours sans passer à la pause café, nous allons passer au panel suivant qui, dans une certaine mesure, est lié au panel précédent et qui concerne le fait de renforcer l'intégrité et contrer l'influence indue dans les démocraties. C'est le dernier panel de la matinée, le dernier panel avant le déjeuner. Et nous allons bien sûr vous assurer que vous avez suffisamment de temps pour le déjeuner, pour des interactions plus informelles pendant le déjeuner. On reprendra peut-être les travaux plus tôt que prévu l'après-midi et ensuite nous nous séparerons en sessions parallèles. Un des messages clés avec l'étude sur la confiance concerne les attentes vis-à-vis de l'intégrité des gouvernements. Alors, on sait que ces attentes changent avec le temps et les résultats ne sont pas aussi bons que prévu. Et donc là, c'est une question critique essentielle en matière de confiance parce que l'intégrité est absolument essentielle. Il faut que les gouvernements répondent aux besoins des citoyens et ne soient pas influencés par l'intérêt de groupes particuliers. Et ne se laissent pas indûment influencer par différents acteurs. Donc, il s'agit là d'une question très importante aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse que nous ayons un panel pour discuter de cela. Et donc, je vais demander aux panélistes et aux modérateurs de venir sur scène. Et je vais donner la parole à Giulio Bassio, qui est le chef de l'intégrité du secteur public à la gouvernance publique de l'OCDE. C'est lui qui va modérer ce panel. Je vous demande bien sûr de vous en tenir au temps prévu, au temps imparti, pour que nous ayons quand même suffisamment de temps pour prendre notre déjeuner. Merci. Thank you very much, Martine. Merci beaucoup. Bienvenue à cette troisième session plénière concernant le fait de renforcer l'intégrité et de contrer l'influence indue dans les démocraties. Alors, désolé pour le retard, mais ceci est simplement dû aux discussions très intéressantes qui nous ont retardé d'environ une demi-heure. Mais ne vous inquiétez pas. Nous aurons quand même des discussions intéressantes ici aussi. On prendra le déjeuner au moment prévu avec un peu de retard, mais on adaptera donc le temps pour la pause déjeuner. Alors, l'intégrité est une valeur inhérente à la démocratie garantit que le gouvernement répond aux intérêts de la population. On sait également que les élections et la mise en œuvre des politiques, l'intégrité garantit que tout le monde a voix au chapitre. Et c'est que des solides systèmes d'intégrité contribuent également à renforcer la résilience des démocraties. Alors, quels sont les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui par rapport à cela et dans quelle mesure risque une influence indue affecte les démocraties, notamment face à l'ingérence étrangère de régimes non démocratiques. Alors, nous avons ici un panel très intéressant et je voudrais
leur demander qu'ils répondent en 1 minute, enfin qu'ils se présentent rapidement en 1 minute ou moins, mais également qu'ils expliquent pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont accepté cette invitation, pourquoi est-ce que cette question est importante pour vous. Parce que je sais que certains d'entre vous viennent de très loin. Alors on va aller dans cet ordre-ci, on va commencer par vous. Le président de Transparency International, organisation de lutte contre la corruption. On est basé dans 80 pays dans le monde. Alors pourquoi est-ce que j'ai accepté cette invitation, c'est très apprécié. C'est parce que j'ai eu l'occasion de collaborer avec l'OCDE à plusieurs occasions et aussi parce que l'intégrité, c'est clé, c'est essentiel pour la démocratie. C'est absolument essentiel si on veut réinstaurer la confiance et aussi si on veut lutter contre la corruption et faire face aux influences indues. Sans intégrité, cela n'est pas possible. Bonjour, je m'appelle Christine Semple, je suis la directrice de gouvernance démocratique à l'Institut démocratique national, une organisation non gouvernementale sans but lucratif qui étudie les processus démocratiques des partenaires dans le monde. Pourquoi est-ce que je suis ici? En fait, rien que le titre, forcément, m'inspire. L'OCDE a un mandat politique très clair et je suis impressionné de voir que l'OCDE ne répond pas de manière technocratique à ce mandat, mais plutôt de manière avec une approche très démocratique. Donc les politiques, les programmes, etc. Et on voit comment tout cela renforce les institutions. Donc voilà, je suis très fière de ce que fait l'OCDE par rapport à l'intégrité. Bonjour, Annie Cameron de Nouvelle-Zélande. Je suis commissaire conjointe à la Commission service public. En Nouvelle-Zélande, on a aussi mené notre étude sur la confiance. Et pourquoi? On demande pourquoi les gens nous font confiance. Eh bien, ils parlent de la capacité de réagir, de la fiabilité. Ils parlent également des personnes avec lesquelles ils interagissent. Ils utilisent des termes comme le respect, l'honnêteté. Et j'ai vraiment... c'est ça que signifie l'intégrité pour moi. Et ce panel est tout à fait essentiel. Effectivement, c'est important de voir comment les services publics peuvent fournir les services de qualité et dans lesquels les citoyens peuvent se dire qu'ils ont vraiment confiance. Et ça, c'est vraiment ce qui sous-tend toutes nos institutions. Je suis Didier Migaud, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. Et pourquoi je suis ici? Parce que le sujet correspond aux missions qui sont les nôtres, parce que la question de l'intégrité, de l'honnêteté, de la probité, comme l'a dit la présidente de Transparency International, sont des sujets essentiels pour nos démocraties. On voit les efforts qui sont faits pour déstabiliser justement les démocraties et l'exemplarité, l'intégrité, l'honnêteté des responsables publics. Tout ceci sont une préoccupation première de nos concitoyens. C'est le cas en tout cas en France, où la crise de confiance est aussi très forte, d'où la nécessité de convaincre les citoyens qu'il y a un certain nombre d'institutions qui sont là pour contrôler et pour assurer la transparence nécessaire. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci. My name is Jack Markell. I'm the U.S. ambassador. Alors, je suis l'ambassadeur des États-Unis à l'OCDE, Jack Markell, et ce sujet est tellement fondamental. Et fait partie de qui nous sommes. Certainement aux États-Unis, comme vous le savez, nous avons eu des élections très importantes la semaine dernière. Et le président Biden a fait un discours très puissant avant ces élections. Ce discours portait essentiellement sur la nécessité de défendre nos démocraties. Et il a dit « Chaque génération doit se battre pour protéger la démocratie ». Parce que la démocratie est un choix par le peuple et pour le peuple. Et c'est aussi vrai aujourd'hui qu'à d'autres périodes de l'histoire. Tous les problèmes qui seront mis sur la table au cours de ces 2 journées sont tellement fondamentaux parce que nous devons nous opposer à des forces obscurantistes. Merci.
Bonjour, je m'appelle Natalia Diaz, je suis ministre de l'Intérieur du gouvernement de Costa Rica, ministre de la Présidence. C'est un honneur pour moi de participer à ce forum. Nous sommes un des 10 pays, comme vous le savez peut-être, qui ont une des démocraties les plus fortes du monde, mais ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de tous les risques. Je pense que nous pouvons tous tirer les leçons de cette expérience. Nous devons partager, changer nos bonnes pratiques et je me sens très honorée de pouvoir participer à ce panel aujourd'hui avec vous. Merci. Merci beaucoup à vous tous et toutes pour avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Je vais commencer par vous, Delia. Alors, je voudrais que nous parlions de l'intégrité des personnes qui nous représentent. Quels sont les problèmes, quels sont les défis que nous voyons aujourd'hui, particulièrement comparé à une situation peut-être passée? Comment pouvons-nous arriver à l'intégrité politique, à l'intégrité des personnes que nous élisons? Alors, pouvez-vous nous dire quels sont les défis que vous voyez et que peuvent faire les gouvernements? C'est une question qui pourrait nécessiter toute une conférence. Seuls 40% des répondants disent dans ce rapport que les responsables publics, ils sont convaincus que les responsables publics refuseraient un pot de vin. Et nous parlons de démocratie bien établie. Et la majorité disent que les fonctionnaires accepteraient un emploi dans le secteur privé en échange d'une faveur. Et ça, c'est très frappant. Pas parce que c'est nouveau pour ceux d'entre nous qui travaillons dans l'anticorruption, mais c'est vraiment frappant dans ce type d'études qui portent sur des démocraties apparemment très solides, parce que on y dit on y voit que les personnes élues, les élus politiques ne travaillent pas pour le bien public. Et tout ce qui est traité dans cette enquête porte sur l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire la relation très dangereuse entre l'argent et la politique. Je ne parle pas seulement des financements politiques ou des financements de campagne, je parle des marchés publics, des conflits d'intérêts, du pantouflage. Et ça, c'est vraiment très important pour la démocratie. Alors, la question que nous posons, c'est est-ce que les représentants nous représentent ou représentent ceux qui financent leur campagne ou leur carrière en tant qu'élus politiques? Sont-ils vraiment prêts à accepter qu'on leur offre un emploi dans le privé en échange d'une faveur? Et ce n'est pas une faveur. Cette faveur serait éventuellement une décision de politique publique. Donc, nous devons être très prudents dans les termes utilisés. Donc, qui sont ces représentants? Par qui sommes-nous représentants? En second lieu, sommes-nous vraiment égaux en démocratie face à ces relations dangereuses entre l'argent et la politique? Je ne pense pas que les citoyens dans n'importe quel pays peuvent être sûrs de l'intégrité d'un politique lorsqu'il y a une demande émanant de ceux qui financent leur campagne, qui leur donnent de l'argent ou qui peuvent leur offrir un emploi. Est-ce que la démocratie est vraiment incluante dans ce panorama? J'ai mes doutes à ce sujet. Et ce n'est pas seulement l'efficacité qui est en jeu. L'efficacité est très importante, comme vous l'avez dit, Monsieur le ministre, mais c'est aussi la cohérence, Madame la ministre, la cohérence et l'exemplarité. Ce que nous avons vu pendant la pandémie, ce n'est pas seulement des marchés publics truffés de scandales, de corruption, au sujet des respirateurs, des masques, etc. Nous avons vu aussi des responsables politiques élus agir sans du tout se préoccuper de l'exemple, sans intégrité. Nous les avons vus ignorer, mépriser les règles qu'ils avaient eux-mêmes imposées au reste des citoyens.
Nous avons vu le scandale des Partygates, donc des fêtes organisées par des politiques dans le monde entier. Nous avons vu les scandales des vaccins, avec la vaccination des VIP dans de nombreux pays, où ils avaient ce privilège avant tout le monde. Donc c'est de cela que nous parlons. Et lorsque nous parlons de l'intégrité, nous parlons de la qualité des politiques publiques. Nos politiques, est-ce que nos politiques visent le bien public ou est-ce que nos politiques sont la réponse ou le paiement de faveurs déjà reçues? Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de davantage d'informations, davantage d'intégrité, moins d'impunité pour que les conséquences... Je pense que l'idée de la peur des conséquences de la corruption n'est pas suffisamment forte. Nous avons besoin de plus d'intégrité, nous avons besoin de moins d'impunité, moins de tolérance. Nous devons continuer à faire pression pour qu'il y ait davantage d'intégrité. Merci beaucoup, Delia. Vous avez vraiment souligné les défis auxquels les pays sont confrontés. Je pense que c'est effectivement ce qui alimente le mécontentement par rapport à la démocratie. Alors, Madame la ministre, le Costa Rica est la démocratie la plus ancienne de l'Amérique latine. Alors, comment est-ce que le Costa Rica a réussi à maintenir cette forte démocratie et quel a été l'impact de l'intégrité et quels sont les défis qui subsistent? Merci beaucoup pour votre question. Depuis que nous avons promulgué notre constitution politique en 1949, notre système démocratique a été renforcé pour différentes raisons importantes, principales. L'une d'entre elles, c'est l'éducation à ce moment-là, qui est très, très différente de l'actuelle. Et c'est aussi dû au modèle de solidarité sociale qui existait dans notre pays à ce moment-là. Il y avait vraiment une mobilité sociale réelle. Les personnes avaient la possibilité de graver les échelons sociaux, quel que soit le lieu ou le milieu social où ces personnes avaient grandi. Et cela s'est atténué au fil du temps. Et je pense que c'est un des défis les plus sérieux que nous devons relever aujourd'hui. Et ce défi, c'est la faiblesse de la classe moyenne du Costa Rica. Et ça a été un pilier fondamental de la contribution de l'intégrité à cette démocratie. Et notre nation doit être considéré comme un pays de démocratie. Alors, nous devons aussi mentionner que notre constitution politique a une autorité électorale depuis 1949, qui est le tribunal suprême des élections, qui est un organe complètement indépendant qui a énormément de crédibilité dans le pays et aussi au niveau international. Et il y a eu aussi l'abolition de l'armée. À partir de 1949, nous n'avons plus d'armée au Costa Rica, ce qui a permis de consacrer une grande partie de nos fonds à l'investissement social. Cependant, comme je l'ai dit auparavant, ça veut dire que nous sommes confrontés à des défis très importants et des menaces à notre démocratie à cause de l'absence de l'égalité des chances ou de la disparition de l'égalité des chances dans nos pays. Et il y a divers points que je voudrais souligner. Le premier point, celui que j'ai mentionné au début, c'est l'éducation. Alors, l'éducation, c'est la formation intégrale du citoyen. Il ne s'agit pas seulement d'aller au cours et d'apprendre. Le citoyen doit comprendre qu'il est aussi une personne qui prend des décisions pour son pays. Je dois me sentir identifié au processus politique en tant que citoyen pour me motiver à faire le kilomètre en plus qui va aider mon pays à affronter l'avenir. Et je pense que cette notion s'est perdue dans notre pays. Et nous avons un défi important à relever. Nous devons convaincre les personnes à s'impliquer et à disposer des informations d'un contexte mondial où ces personnes puissent se défendre.
Nous voulons aussi donc donner une forte impulsion à l'apprentissage de l'anglais dans le pays pour que les citoyens soient mieux armés pour s'informer de ce qui se passe sur la scène internationale. Alors, nous voudrions mais améliorer aussi les processus de reddition de comptes, de responsabilité. Et là aussi, nous sommes confrontés à un défi très important. Nous devons créer les mécanismes pour qu'il y ait davantage de représentation. En outre, il y a un défi énorme à relever en matière d'intégrité publique. Comment pouvons-nous institutionnaliser ce qui existe déjà ? Ça, c'est un autre des défis importants où nous pouvons impliquer toutes les institutions compétentes. Il y a un effort qui est réalisé par le gouvernement et qui a été soutenu et qui est donc la lutte contre la corruption. Donc il s'agit de l'élimination des démarches et des exigences inutiles ou injustifiées pour donner davantage d'opportunités d'entreprendre dans le pays qui s'est converti, qui s'est transformé en un enchevêtrement très compliqué. Donc nous devons donner davantage de possibilités de création d'entreprises, davantage de flexibilité. La bureaucratie, c'est donc un des défis que nous devons relever. Et pour ne pas allonger trop mon intervention, je voudrais juste mentionner le renforcement de capacité des organes qui sont chargés des enquêtes sur les actes de corruption, particulièrement les questions plus complexes et les questions liées à la criminalité transnationale et de haut niveau politique. Merci beaucoup. Madame la ministre, c'est une liste d'actions très longue. Je voudrais souligner la question des valeurs dont nous avons discuté auparavant. Donc, ce sont des valeurs qui sont présentes dans votre société, mais par rapport auxquelles le gouvernement pourrait faire davantage, rétablir les écoles, les institutions, le système d'éducation civique et davantage de représentation, une meilleure représentation aussi. Alors, si nous pouvons passer maintenant à M. Migaud. Donc, la haute autorité, donc après... Vous continuez à rencontrer dans la mise en place et le renforcement des normes d'intégrité. Et quels sont les outils essentiels pour relever ces défis? Alors effectivement, depuis un certain nombre d'années, en France, un certain nombre d'outils ont été mis en place, dont notamment la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est une autorité totalement indépendante des pouvoirs publics et qui décide à partir d'une collégialité. Indépendance, collégialité, je pense que c'est extrêmement important de marquer une distance vis-à-vis, bien sûr, des pouvoirs publics et puis de pouvoir compter sur un collège avec des personnalités qui peuvent avoir des regards différents, et c'est le cas pour la Haute Autorité française, à partir du moment où vous avez des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, et puis un certain nombre de personnalités qui peuvent être représentatives aussi d'un certain nombre de secteurs. Nous avons des outils aussi, les déclarations de patrimoine qui permettent d'apprécier si un responsable public s'est enrichi de façon indue. Nous avons l'outil des déclarations d'intérêt, comme dans beaucoup de pays. C'est un outil essentiel pour prévenir les conflits d'intérêts. Et au-delà des rubriques que l'on peut avoir sur une déclaration d'intérêt, ça doit être l'occasion pour le responsable public de réfléchir à tout ce qui est susceptible de le mettre en situation de conflit d'intérêts. Lui-même, compte tenu de ses activités passées, en voyant aussi la situation de son conjoint, voire au-delà d'un certain nombre de personnes proches de lui-même, soit au niveau familial, soit au niveau d'un cercle d'amis. Et en ce qui nous concerne, nous passons beaucoup de temps, justement, pour... à partir de la déclaration d'intérêt, nous efforcer de prévenir, d'accompagner les responsables publics pour éviter qu'ils se mettent en situation de prise illégale d'intérêt. La prévention du conflit d'intérêt est vraiment notre fil rouge. Alors, il y a ce contrôle qui est essentiel. Vous avez aussi la transparence
qui est bien sûr indispensable, c'est-à-dire la publicité, la publication, alors qui peut être variée selon la qualité de la personne et selon le fait qu'elle soit élue ou non élue. Mais la transparence est essentielle. Le contrôle ne suffit pas, parce que la transparence, elle permet le regard du citoyen et le regard des médias. Et ce regard peut conduire à des signalements et qui nous conduisent, à partir du moment où ce qui nous est apporté nous apparaît suffisamment sérieux, à réouvrir des dossiers et à prendre un certain nombre de décisions. Dernier point qui me paraît essentiel et sans lequel la confiance des citoyens ne peut pas être non plus totale, c'est la sanction. À partir du moment où il y a eu des comportements déviants, s'il n'y a pas de sanction, ou si la sanction intervient beaucoup trop tardivement, eh bien, ce sont des motifs de défiance du citoyen. Le citoyen, lui, quand il commet une contravention, quand il commet un délit, il est souvent immédiatement sanctionné par une amende. Bon, et puis il y a des procédures qui sont en cours. Il faut aussi que l'élu qui ne respecte pas, par exemple, ses obligations déclaratives, il puisse être sanctionné sans délai, à partir du moment où, bien sûr, il a été relancé, voire même a reçu des injonctions. Voilà, donc nous avons un cadre. Alors, nous formulons un certain nombre de propositions auprès des pouvoirs publics pour qu'on puisse renforcer ici et là dans le nombre de personnes concernées par ces déclarations de patrimoine et d'intérêt, et puis également sur le droit de communication que nous pouvons avoir. C'est essentiel aussi pour que nous puissions, je dirais, faire des contrôles effectifs, et puis bien évidemment le pouvoir de sanction qui est fondamental. Puis j'aurai l'occasion, mais tout à l'heure, de revenir sur le contrôle des mobilités privées, publiques. Là aussi, c'est un sujet essentiel. Thank you very much. I think, Delia, you will be happy to hear this because we were talking about impunity, which... Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'entendre ça parce que nous avons parlé de l'impunité qui reste, bien sûr, le défi fondamental. Nous en avons parlé auparavant. Quelquefois, le système est là, la prévention est là, mais c'est le dernier maillon de la chaîne qui manque, celui de la sanction. Alors, on a entendu que le contrôle n'était pas suffisant. Une bonne partie du travail réalisé par l'OCDE va au-delà du contrôle. Et certaines des clés du succès, vous en avez parlé, c'est la transparence, il y a aussi l'indépendance, la collégialité, et mettre en place les outils qui permettent de soutenir les décideurs politiques pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Je voudrais me tourner vers vous. Maintenant, Monsieur Jack Markell, quelle a été l'approche des États-Unis pour renforcer l'intégrité politique, particulièrement dans le contexte de la nouvelle stratégie anticorruption qui a été adoptée en décembre de l'an dernier? Et c'est une stratégie qui s'applique chez vous, à l'interne, mais aussi à l'étranger. Nous avons démarré cette conversation en disant que la force d'une démocratie dépend de la confiance des personnes par rapport à la capacité de participer aux décisions que leur donne le système politique. Notre ministre du Costa Rica a tout à fait raison. La corruption politique peut priver les citoyens de leur accès à des services importants, qu'il s'agisse de soins de santé, sécurité, éducation, etc. Alors, ça diminue aussi les opportunités économiques dans le monde des affaires, cela exacerbe les inégalités. Alors, étant donné tous ces désavantages, l'administration Biden a créé la première stratégie anticorruption des Nations Unies dont l'objectif c'est d'organiser la lutte contre la corruption aussi bien aux États-Unis qu'à l'étranger. Donc nous avons identifié des lacunes dans notre lutte contre le blanchiment de capitaux, donc un manque d'informations sur les sociétés, sur les entreprises. Alors
aussi en matière immobilière. Il y a des problèmes qui peuvent créer des distorsions sur le marché des logements. Alors, il y a aussi des actifs numériques qui peuvent être utilisés pour stimuler la corruption. Donc, nous poursuivons les coupables de corruption en gelant leurs avoirs. Et en redistribuant ces avoirs aux personnes qui ont été victimes de la corruption. Alors, nous travaillons au sein de l'OCDE aussi dans ce but, dans l'Organisation des États américains et au sein des Nations Unies. Nous reconnaissons aussi que les acteurs du secteur privé ont un rôle très important à jouer ici, pas seulement les gouvernements dans la lutte contre la corruption et le journalisme d'investigation. Alors c'est assez fondamental. Dans notre histoire, la liberté de la presse est fondamentale. Quelquefois, c'est assez inconfortable pour ceux qui sont au pouvoir, mais c'est incroyablement important. Notre troisième président, Thomas Jefferson, a dit que s'il devait choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, il choisirait sans hésitation les journaux sans le gouvernement, parce qu'il pense que le rôle de la presse est tellement fondamental dans la protection de la démocratie, c'est tellement fondamental pour la société. Donc nous pensons différemment en matière d'assistance immunitaire, nous profitons des partenariats privés, publics. Nous luttons aussi également contre la corruption. Nous améliorons les systèmes d'information et nous favorisons l'échange des bonnes pratiques. Alors, si je peux ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, nous avons analysé récemment la stratégie anticorruption des Nations Unies à travers les indicateurs publics de l'OCDE. Nous nous sommes rendus compte que la portée de cette stratégie était parmi les plus larges et les plus profondes du monde. Et c'est probablement cette stratégie anticorruption qui est la plus liée aux questions de la démocratie dont nous discutons aujourd'hui. Donc, la liberté d'expression, liberté de la presse, intégrité financière, tout cela est en jeu. Donc, je vous invite à vous pencher sur cette stratégie qui relie bon nombre des éléments dont nous avons discuté aujourd'hui. Nous discutons aujourd'hui. Alors, la Nouvelle-Zélande... Alors, les élus politiques doivent défendre les normes d'intégrité publique. Bien sûr, l'intégrité est fondamentale et est connectée de manière inhérente à la démocratie. Alors, comment pouvons-nous assurer que ces normes d'intégrité soient défendues par les fonctionnaires et comment ces normes peuvent-elles contribuer à une relation de travail efficace entre les services publics et les dirigeants politiques? Le nom de mon organisation est Kalmatahu, donc c'est la Commission du service public. Kalamatahu, ce n'est pas une traduction directe de ce mot, donc ça vient d'une tradition maori et ça fait référence à la personne au lieu où les personnes sont debout et sont autorité dans le monde du pouvoir. Donc ça gouverne les protocoles et les procédures, le cadre. Alors, les dirigeants maoris nous ont parlé d'un groupe d'oiseaux où quelquefois pour garder la formation des oiseaux, il y a quelquefois des oiseaux qui sont en tête, puis qui sont sur les ailes ou qui sont à l'arrière, et c'est vraiment lié au concept d'intégrité. Nous voyons cela comme voler en formation. Et nous parlons en Nouvelle-Zélande beaucoup du concept de l'esprit de service, le service public. Les personnes choisissent des carrières dans le service public parce qu'ils veulent se mettre au service de leur communauté. Et nous croyons fermement que si nous mettons cela au centre des interactions avec les citoyens, cela favorise grandement l'intégrité.
Alors, très souvent, il faut assurer que les personnes, que les populations respectent des règles et des réglementations. Mais nous avons retourné le concept. C'est aux élus politiques de créer cette motivation et de protéger les services publics et le gouvernement. Alors, nous, dans les réformes en Nouvelle-Zélande, nous avons dit de manière explicite que les dirigeants avaient le devoir de préserver, de protéger, de nourrir la confiance dans les services publics. Dans notre législation, nous avons également inclus d'autres principes internationaux, des choses comme la neutralité politique. Et il s'agit là des principes qui assurent que les services publics mettent en œuvre de la meilleure manière possible pour eux les décisions qui ont été prises. Alors, dans nos agences, il y a des personnes qui sont responsables de la préservation de ces principes et ils doivent rendre des comptes non pas au gouvernement en poste, mais aux responsables de la Commission des services publics. Nous devons établir ces réformes non pas parce que nous pensions que nos services publics ne fonctionnaient pas. Nous avons un très haut niveau de confiance dans la démocratie, mais aussi parce que on ne peut pas considérer cela comme acquis. Il faut toujours travailler pour préserver cela. Et nous sommes très prudents pour assurer que ces principes ne se détériorent pas à l'avenir. Et nous pensons que cela accroît la confiance, que mettre cela dans la législation, ça accroît la confiance des fonctionnaires, des personnes dans le service public, et ça crée une meilleure compréhension des paramètres qui gouvernent ces relations. Et nous pensons que cela leur permettra de mieux voler en formation et d'aborder les travaux importants qui doivent être réalisés pour résoudre des problèmes complexes. Merci, Anna, pour cette intervention, les oiseaux en formation, c'est une image très belle pour expliquer le travail que nous faisons, ce que nous voulons faire, donc dans la recherche constante d'une intégrité publique. Je voudrais mettre en lumière cette question de la motivation dans le service public. On oublie cela. La plupart des gens qui rentrent dans les services publics et qui servent le public aujourd'hui oublient peut-être qu'ils doivent conserver cette motivation d'être au service. Alors, pour conclure ce premier cycle d'intervention, peut-être voulez-vous vous axer sur un acteur particulier, celui qui regroupe les différents intérêts des démocraties représentatives. On parle de partis politiques qui sont essentiels, qui contribuent à l'intégrité, mais qui sont souvent sous-estimés quand on parle des acteurs clés de l'intégrité. Selon vous, quel est le rôle que peuvent jouer les partis politiques pour promouvoir l'intégrité? Que peuvent faire les gouvernements pour mieux soutenir les partis politiques à renforcer l'intégrité? Merci pour cette question. Je commencerai en disant que ceci n'est pas un problème nouveau, c'est un problème très ancien pour lequel il n'y a pas de réponse facile. Et effectivement, on continue de l'explorer, on sonne la sonnette d'alarme depuis plusieurs années. Alors, est-ce que les partis politiques ont un rôle à jouer? Absolument, oui. Et trop longtemps, les partis ont été considérés comme le problème plutôt qu'une partie de la solution. Donc je pense que c'est très important de changer ce discours, ce récit, et plutôt voir comment les partis politiques pourront encore mieux contribuer à l'intégrité du financement des partis politiques. Et j'ai dû d'ailleurs m'exprimer sur un programme Win for Integrity. C'est des partis politiques qui veulent aller plus loin que la législation, qu'un travail de législation. Ils veulent montrer qu'ils sont des acteurs de l'intégrité, qu'ils veulent nettoyer devant leur porte aussi pour ne pas être vulnérables à différentes formes de corruption ou d'abus. Donc, oui, les partis politiques ont des pratiques internes qu'ils peuvent utiliser pour permettre d'autres types de relations. Donc, c'est une approche à 3 dimensions. Tout d'abord, garder la trace de ce qui se passe, avoir un bon système en place au niveau interne pour faire l'archivage, pour pouvoir documenter ce qui se fait, pour bien retracer les différentes sources de financement. Puis ensuite, la transparence. Pas avoir un système interne de contrôle,
mais un système de partage, de divulgation, d'expliquer d'où vient l'argent et comment il est dépensé. Puis troisièmement, fixer des normes. Ça, c'est peut-être la partie la plus difficile, mais pour que les partis puissent dire, voilà les règles, voilà les normes que nous avons et voilà le type de donateurs pour lesquels on est prêt à prendre de l'argent. Par exemple, aux États-Unis, les candidats lors des élections primaires n'étaient pas satisfaits. Ils ont dit qu'ils devaient aller plus loin que ce que prévoient les normes. Donc, c'était Bernie Sanders et Warren qui n'étaient pas satisfaits de l'état d'avancement du système de financement. Et donc, ils ont voulu aller plus loin, mieux préciser en disant plus d'argent de groupes d'entreprises, de compagnies d'assurance ou de combustibles fossiles. Et donc voilà, c'est un 46 millions ont été utilisés en un mois, alors qu'un don est en général à partir d'un don de $21. Donc ça montre bien que les partis politiques peuvent aller plus loin. L'objectif doit être plus adopter une approche systémique en matière de transparence avec la Colombie, avec un programme qui s'appelle Cuentas Claras, où ils ont commencé à travailler avec différents partis qui voulaient plus de transparence, plus donner des détails sur leur financement. Donc, ils ont commencé à adopter une approche spécifique par rapport à cela. Puis ensuite, ça a été adopté par le comité d'élection, le comité électoral, comme un système généralisé et un processus de standardisation. Tous les partis au Canada maintenant doivent se conformer à cela pour expliquer comment ils dépensent l'argent et d'où vient cet argent. Donc les partis ne doivent pas attendre, ils peuvent prendre l'initiative, ils peuvent mener la barque, mais évidemment ça va créer du coup une concurrence saine, une pression par les pairs et le gouvernement, les commissions électorales, les législateurs peuvent ensuite standardiser ce système. Merci Christine. Effectivement, les partis politiques font partie de la solution et ne sont pas uniquement le problème. Alors, comment renforcer l'intégrité des gouvernements, l'intégrité des partis politiques? Donc, il y a des acteurs clés quand on parle de démocratie. Passons maintenant à la dernière question. Je propose qu'on se concentre sur la question des mauvaises influences, d'une influence indue. Et je dois dire que le lobbying, influencer les gouvernements est quelque chose d'essentiel. C'est un élément essentiel du fonctionnement de la démocratie. On ne veut pas restreindre cela, limiter cela. Au contraire, on veut plus de bonne influence sur les gouvernements. Comme nous le savons tous, ceci n'est pas sans risque. Et donc, discutons un peu de l'impact de cette influence mal placée, indue, et de l'impact que ça a sur les processus démocratiques et les valeurs démocratiques. Madame Hamid, je vais commencer par vous. La stratégie nationale d'intégrité, de prévention de la corruption du Costa Rica envisage la mise en œuvre de différentes mesures pour renforcer la transparence et l'intégrité dans le processus de prise de décision gouvernementale. Quelle est la stratégie du Costa Rica pour aborder les risques ou les préoccupations liées à ces influences indues? Actuellement, en mai de cette année, par rapport à la stratégie nationale, le gouvernement avait collaboré avec une organisation qui s'appelle Costa Rica Integra, qui est un processus de transparence. Et sur la base avec plusieurs parties prenant le pouvoir exécutif, judiciaire, le secteur privé, les universitaires, les experts en la matière et d'autres parties prenantes qui peuvent être experts par rapport au domaine étudié. Alors en juin dernier, on a proposé les résultats de l'étude de l'OCDE au Costa Rica, auquel a participé le président de la République, Rigo Chavez Robles, et a réitéré son engagement de mise en œuvre de cette stratégie nationale. C'est la raison pour laquelle, au sein du gouvernement, on a convoqué une table ronde autour de laquelle on se réunit depuis plusieurs mois et qui est coordonnée par le ministère de la Justice et de la Présidence afin
d'encourager toutes ces réformes sur lesquelles on a travaillé. Et une de ces réformes présentées au Congrès le 3 novembre dernier est la réforme concernant la protection des personnes qui dénoncent des actes de corruption, des témoins de la corruption. Donc ça a été discuté au sein de l'Assemblée législative de notre pays et il y a également des réformes anti-corruption et avec sur la base des différentes recommandations faites par l'OCDE à cet égard. Et nous sommes justement en train de travailler cela pour faire progresser cette législation. Il y a énormément, bien sûr, de recommandations en cours d'élaboration, qui font partie de cette étude sur l'intégrité, telles que par exemple renforcer la transparence dans la prise de décision gouvernementale, afin de pouvoir fixer un cadre d'intégrité et de transparence pour ceux qui veulent participer au processus gouvernemental. Et également, autre réforme, autre chose sur laquelle nous travaillons, c'est le jeu d'influence. Et au sein du gouvernement, donc comme je l'ai dit, on veut organiser cette table ronde, l'institutionnaliser parce que afin de représenter tous les intérêts publics aussi. Et soit on va proposer une loi ou un autre mécanisme de manière à ce que cette table soit toujours en place. Alors il faut qu'il y ait un secrétariat technique qui dirige ce processus de cette table ronde. Et dans ce cas-là, ça pourrait être l'organisation de l'éthique publique. Et actuellement, nous sommes en train effectivement de travailler sur la mise en œuvre de toutes ces réformes. Alors, donc, cette table ronde multisectorielle, dans le cadre de la stratégie, nous allons également y intégrer et incorporer des autorités d'institutions décentralisées, donc les gouvernements locaux, le Congrès proprement dit, via la présidence du Congrès ou la présidence de la Commission sur les questions de sécurité, de narcotrafic et de corruption. Ainsi, à l'Assemblée législative pourra de cette manière participer à ce processus et mettre en œuvre les réformes requises. C'est important de rapprocher différents pouvoirs de l'État, parce qu'il y a une séparation très importante entre différents pouvoirs. Et c'est important de travailler main dans la main pour pouvoir lancer toutes ces réformes. Bien souvent, à l'Assemblée législative ne communique pas avec le pouvoir judiciaire ou exécutif, le pouvoir exécutif ne communique pas avec le pouvoir judiciaire, et pourtant, tous ont identifié les réformes ou les problèmes auxquels on est confronté actuellement. Alors, c'est un problème juridique, donc il faut passer par le congrès de réforme sur les normes. Mais si ce n'est pas un cas de problème de loi, c'est un manque de ressources. Ou alors, parfois, c'est un problème de gestion de ressources administratives. Donc, si on ne parle pas entre nous autour de cette table qui a été créée justement pour atteindre cet objectif, mais sans ça, on n'arrivera pas à apporter les changements nécessaires pour le pays. Le président m'a demandé également de faire passer un message auprès de vous, c'est que nous sommes engagés sur cette voie, parce que sans le fait, ce serait dévastateur et on pourrait perdre ce qu'on a de plus précieux, la démocratie. Merci. Alors, comment institutionnaliser l'intégrité ? Quelles sont les institutions qui interviennent dans l'intégrité? Ambassadeur Markel, les États-Unis ont une longue expérience de gestion du risque des influences indues. Peut-être pouvez-vous partager avec nous les outils utilisés par les États-Unis par le passé? Par exemple, l'acte de divulgation lobbying ou l'acte de législation, différents actes, différentes lois, différents outils, et comment les avez-vous utilisés? Alors, quand on parle d'ingérence étrangère, d'interférence étrangère, les États-Unis sont un de ces quelques pays qui proposent un certain niveau de transparence par rapport à cela. Comment est-ce que l'OCDE pourrait soutenir d'autres gouvernements à renforcer leur résilience par rapport à ces influences indues ou ces ingérences étrangères? En fait, la question, c'est qui arrive à influencer le gouvernement? La présence d'influence indue porte préjudice à la capacité des personnes ordinaires à s'exprimer. Avant, j'étais pendant 8 ans
gouverneur de l'État de Delaware, et j'ai vu à quel point l'expression individuelle était importante, notamment l'expression des jeunes par rapport à l'environnement. Beaucoup de réformes environnementales sont en cours depuis 3 décennies déjà. Mais les enfants à l'école secondaire ont décidé de créer une coalition pour se faire entendre. Dans ce cas-là, les représentants élus n'ont pas le choix. Ils doivent demander au Sénat de répondre à ces appels. Parfois, c'est très douloureux pour les représentants élus de parler à leurs groupes électoraux. Parfois, ils trouvent ça douloureux, difficile, mais en fin de compte, c'est mieux pour tout le monde. Alors, le revers de la médaille, à garantir cette liberté d'expression de tout le monde, c'est le risque d'influence par des groupes d'intérêts différents et où ça risque de fissurer la confiance qu'ont les jeunes, par exemple, dans leurs élus. Et donc, le lobbying, effectivement, peut jouer un rôle important sur le processus législatif aux États-Unis et que ce soit une voix individuelle ou une voix collective, la voix d'un groupe électoral ou la voix d'un pouvoir étranger qui essaie de déguiser ce qu'il a à dire afin d'influencer, de corrompre le discours politique et notre système. Un membre de la Cour suprême, Justice Brandeis, a dit que le solvant est le meilleur désinfectant. Ça veut dire que la transparence est la meilleure manière de lutter contre les influences indues. Et c'était vrai alors et c'est encore vrai aujourd'hui. Et comme l'a dit Julio, la loi d'inscription des étrangers de manière permet de savoir qui bénéficie du lobbying. Donc ça veut dire que les étrangers doivent s'inscrire et ça signifie qu'on doit pouvoir recueillir des détails concernant leurs activités. Alors ça concerne les journalistes, les chercheurs ou tout citoyen. Ça, nous pensons que c'est très important. C'est un outil très important pour punir les acteurs qui veulent, les mauvais acteurs qui veulent influencer notre système politique. Parce que la violation de ces règles peuvent mener à une action en justice et à des condamnations. Et si on est coupable de ces violations de cette loi, comme je l'ai dit, on peut être condamné, notamment également s'il y a un crime de blanchiment d'argent. Donc cette loi permet de lutter contre ces différentes choses. Donc pour aider le gouvernement, l'OCDE a fait ce qu'elle fait de mieux. C'est permettre au gouvernement de recueillir les données, de les rendre disponibles afin d'informer les citoyens et les décideurs politiques. Et nous pensons également que plus il y aura de pays qui passeront des lois dans ce sens, plus il y aura un partage sain des informations entre nous. Et plus ça nous renforcera. Merci, cher ambassadeur. Merci également d'avoir souligné le principe selon lequel tout le monde, tout un chacun importe. Alors, le FARA, qui est la loi sur l'inscription des acteurs étrangers, donc Foreign Registration Act, en fait, c'est un excellent outil, c'est un exemple, un bel exemple de l'utilité de ce genre d'outils. Je pense que vous y trouverez des informations très, très intéressantes, en tout cas que nous utilisons beaucoup à l'OCDE. Monsieur Migaud. Les portes tournantes entre les gouvernements et les secteurs publics, en France, ça s'appelle communément les pantouflages. Comment la haute autorité revêt-elle ces défis et comment assurez-vous la conformité? Et plus largement, sur la question de leur influence entre étrangers en France, quelles sont les grandes priorités pour répondre à cette problématique?
Oui, la question qui est posée de qui influence en fait la décision est une question essentielle. Il faut pouvoir s'interroger sur les outils permettant de tracer justement celles et ceux qui cherchent à influencer. Alors, ce n'est pas une activité illégitime, que l'on cherche à défendre ses intérêts peut tout à fait se concevoir. Encore faut-il le faire dans la transparence et que cette activité puisse être régulée. Alors, il y a plusieurs outils que la France s'est efforcée de mettre en place, qui peuvent mériter ici et là encore quelques compléments. Il y a le contrôle des mobilités, effectivement, du public vers le privé, mais également du privé vers le public. Et là, on peut avoir des stratégies, bien sûr, de la part de quelques groupes, d'influencer les responsables publics en proposant d'être présents dans les cabinets ministériels, d'où la nécessité, bien évidemment, de contrôler cela. Alors, il y a des procédures qui ont été mises en place en France et qui font partie des missions de la haute autorité, qui doit exprimer un avis sur des prénominations de gens qui viennent dans le privé pour exercer des fonctions dans les cabinets ministériels, au cabinet du président de la République ou sur un certain nombre de fonctions importantes dans l'État. Et la déclaration d'intérêt est aussi un outil utile pour justement prévenir d'influences indues. Sur la question du lobbying, la France s'est dotée en 2016 d'une loi qui s'efforce de définir d'abord ce qu'est la représentation d'intérêt et qui tente de réguler le lobbying à travers notamment la tenue obligatoire d'un registre des représentants d'intérêt que tient la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous avons aujourd'hui 2500 représentants d'intérêt qui déclarent de l'ordre de 55 000 actions, et ça se fait dans le cadre d'un registre transparent que tient et que met à jour la Haute Autorité. Alors il y a encore des imperfections et nous essayons justement de tenir compte d'expériences que peuvent avoir aussi d'autres pays. Je pense aux États-Unis, à l'Australie, le Canada, l'Union européenne aussi, qui ont mis en place, l'Irlande aussi, qui ont mis en place un certain nombre, le même type de répertoire, avec notamment l'obligation d'être inscrit sur le répertoire pour entrer en contact avec un responsable public, ce qui me paraît être une règle essentiel. En France, nous avons parfois un peu complexifié les choses, ce qui peut rendre le répertoire existant un peu moins pertinent que n'ont pu le souhaiter les législateurs quand ils ont mis en place la loi. Parce que y a une tendance que peut avoir l'administration à revenir à travers un certain nombre de dispositions d'application sur ce qu'ont voulu les législateurs. Donc il faut être très vigilant là-dessus et nous n'hésitons pas, en tout cas, à bien pointer les difficultés. Alors après, il y a le sujet. J'avoue que nous sommes en pleine réflexion à notre niveau là-dessus et nous souhaitons d'ailleurs y travailler avec vous au niveau de l'OCDE sur l'influence effectivement des pays étrangers qui peut prendre différentes formes et qu'il est très important de pouvoir identifier et de pouvoir également tracer. Alors ça n'est pas simple, parce que là, l'opacité est plutôt la règle. Les gens n'avancent pas découverts. Ils passent souvent par des différentes structures. Donc il est important de pouvoir les identifier et là aussi de pouvoir essayer de tracer tout cela. Et une fois de plus, la transparence est un excellent outil pour justement essayer de bien comprendre les influences qui s'exercent et comment une décision publique peut être prise. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors,
Effectivement, je vais vous répéter, la transparence dans l'influence. Et alors, je vais traduire en anglais, c'est peut-être pas très parfait, mais j'ai bien aimé cette idée du contrôle de la mobilité entre le public et le privé et vice et versa, ce qui est absolument c'est exactement qui s'aligne exactement ce qui a été dit concernant la lumière du soleil, la sunlight, auquel on a fait référence auparavant. Et effectivement, je voudrais recommander de s'intéresser à ce que fait le travail de la haute autorité en matière de contrôle de cette mobilité, parce que bien souvent on reçoit des demandes de pays de l'OCDE qui nous demandent comment on fait ce contrôle, on exerce ce contrôle de la mobilité. Eh bien, je ne peux que vous renvoyer vers cette haute autorité pour vous en inspirer dans les différents pays. J'en viens maintenant à Christian Sample, parce qu'on parlait de influence étrangère. Une des caractéristiques de l'influence étrangère, je pense, c'est l'opacité, le manque de transparence. Mais quel type de mesures de transparence recommanderiez-vous, qui serait donc un peu un contrepoids à l'influence étrangère, notamment ce qui concerne le financement de politiques? Alors, ça fait plusieurs mois qu'on travaille là-dessus. On a fait du travail avec Transparency International et avec the Open Government Partnership. Et donc, on couvre le financement des partis politiques et la manipulation de l'information. Alors, bien sûr, ces thèmes sont connectés. Donc la corruption, le manque de transparence, le financement des partis politiques. Donc ça veut dire que on peut utiliser une information manipulée pour favoriser un candidat d'un autre pays qui va promouvoir ses intérêts, faire de la manipulation d'informations, utiliser la manipulation d'informations qui était faite pour extraire d'autres informations. Alors, ces formes sont très diverses. Alors, les programmes de financement étranger ne sont pas toujours populaires et bien souvent sont illégaux. Et donc, les acteurs protègent leurs activités, empêchent un examen public par le Parlement, entre autres, en se référant à des clauses de confidentialité ou de donateurs par procuration. Alors, effectivement, la transparence est peut-être la meilleure défense, le meilleur outil vis-à-vis de ces influences indues. Ça permet de lever ce bouclier de protection. Et dans la note d'information que nous produisons, on prévoit différentes options pour ces trois types de corruption sponsorisée. On a déjà entendu parler de manipulation de l'information, de la corruption en matière de financement des partis politiques et je vais peut-être un petit peu, effectivement, moi, me concentrer sur la transparence en matière de dette. Et en fait, l'OPEC, c'est plutôt une caractéristique qu'un bug dans le système. Il y a des prêts qui sont octroyés sans examen public, sans que ce soit communiqué au public, sans qu'il y ait des débats transparents. Par exemple, 40% de prêts qui sont octroyés dans les pays en développement n'ont pas fait l'objet d'un examen public. Et on voit maintenant qu'effectivement, la détresse que représente le fait de servir cette dette affecte terriblement certains pays. En fait, plusieurs pays du monde payent plus pour rembourser la dette que pour les services publics et sociaux combinés, les services de santé publique et sociaux et scolaires combinés. Et donc, ce manque d'examen a donné lieu à une crise de la dette. Alors, dans les cas du Mozambique, où 2 milliards de dollars de dettes ont été retirés en secret. Il y a des exemples également notamment avec la Chine, ou des clauses de confidentialité qui ne peuvent pas être partagées avec les prêteurs. Et puis il y a également la constitution de réserves stratégiques. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser d'autres actifs tels que les aéroports pour rembourser la dette. Alors je mentionne ceci parce que c'est vraiment un problème récurrent. Donc,
si vous êtes un pays emprunteur, vous devez publier, si vous êtes un pays qui prête, une banque ou une institution internationale de financement, vous devez publier ce que vous financez, ce que vous prêtez. Et ça fait partie des normes d'intégrité internationale. Et le CDE a une plateforme transparence qui fonctionne très bien. Le problème, c'est le manque de volonté politique dans l'application de cette plateforme. Donc, des solutions sont prévues, effectivement, mais il appartient au pays de l'OCDE, des emprunteurs, des institutions financières, des banques, d'appliquer ces normes pour, une fois de plus, construire de la résilience, empêcher la corruption dans le cadre de l'OPEC. Et voilà. Merci, Kristen. Donc, les trois manières, c'est manipulation de l'information, financement étranger des partis politiques et, ce qui n'est pas nouveau non plus, mais la dette OPEC. Et il y a une excellente recherche faite par le FMI concernant les nouveaux prêteurs qui ne sont pas très transparents quant aux quantités qu'ils prêtent et les risques que tout cela crée. Anna, donc dans le même ordre d'idées concernant l'influence étrangère, le gouvernement de Nouvelle-Zélande a publié des lignes directrices pour voir comment identifier ce qu'on appelle l'influence étrangère. Pourriez-vous dire quelques mots concernant ces lignes directrices qui me semblent très intéressantes pour ce public et quelles sont les pratiques de sensibilisation auprès des représentants publics, politiques publiques. Alors avant de répondre directement à cette question, je voudrais tout d'abord un peu situer le contexte de la Nouvelle-Zélande. On a parlé des informations, on a comparé cela, on a fait une métaphore avec le vol des oiseaux, la lumière du soleil. En Nouvelle-Zélande, concernant l'influence indue et les processus d'élaboration politique, il y a un bon niveau de confiance. Il n'y a pas vraiment de problème particulier. Il y a un bon niveau de transparence. Les ministres publient leur agenda. C'est vraiment une routine. Tout processus politique est publié, un avis final est publié, puis ensuite soumission au Parlement. Comme je l'ai dit, il y a un degré de confiance très important chez nous, de la part du public. Et je pense que nous devons réfléchir aussi aux partis pris inconscients potentiels dans le système et c'est lié à la manière dont nous stimulons la participation du public au processus du gouvernement. C'est un aspect sur lequel nos services publics doivent décidément s'améliorer. Alors pour ce faire, nous avons un outil d'engagement des communautés dans les décisions politiques. Nous demandons au gouvernement, dans différents contextes, d'être très explicite par rapport au degré d'engagement qui est attendu dans différents contextes. Ce n'est pas toujours possible. Il y a des obstacles. Donc, cet outil demande vraiment une transparence, une honnêteté totale par rapport au niveau d'implication, au niveau de participation qui est requis. Alors, nous demandons à réfléchir vraiment à la participation qui est demandée. Je pense que c'est qui est demandée pour chaque décision. Donc c'est vraiment, ça peut vraiment jouer un rôle fondamental et résoudre ce problème du parti pris inconscient. Et ça peut aussi permettre de rallier les personnes qui se sentent exclues de la consultation politique. Alors dans ce contexte d'un niveau de confiance assez élevé, nous savons que nous avons besoin d'une stratégie complète, que la nature de ces menaces a changé considérablement. Donc les menaces qui viennent de l'extérieur ont changé considérablement à la suite des changements politiques, à la suite de l'émergence des technologies numériques. La première étape
c'est d'être très clair par rapport à la manière dont nous nous organisons dans les gouvernements, au niveau du gouvernement. Nous nous exprimons en tant que dirigeants du pays, en tant que leader, et un des rôles clés, c'est d'analyser ces menaces, de partager les informations, d'échanger les informations, parce que nous devons convaincre les personnes qu'il s'agit vraiment d'un véritable problème, que c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux. Et cela va être essentiel si nous devons exiger aux personnes de nous signaler des informations suspectes. Alors, nous devons aussi veiller à mettre en place des protections. Nous avons un cadre qui couvre toute une série d'éléments différents de la sécurité, sur les exigences en matière de sécurité, et nous demandons aux agences de gouvernement de travailler dans ce cadre. Cela leur donne une idée de ce qui est vraiment fondamental et ce qui est obligatoire. Ça leur permet aussi de travailler d'une manière flexible. Et cela leur permet de réfléchir à comment mieux apprendre au cours du temps et comment partager des expériences de bonnes pratiques. Et cela leur permet aussi de chercher l'aide de dirigeants éventuellement qui pourraient leur apporter leur aide en cas de besoin. Donc, outre la transparence, c'est l'approche complémentaire, c'est le soutien qui peut être apporté aux responsables des services publics. Nous voyons dans de plus en plus de pays que ça peut être un véritable problème. Les membres du service public eux-mêmes sont perdus. Alors, la dernière question aux panélistes. Comment pouvons-nous assurer que nous puissions avoir davantage de bonnes influences et moins de mauvaises influences? Et nous pouvons sursimplifier de cette manière-là. Que peuvent faire les gouvernements et que peuvent faire les entreprises pour s'engager et avoir une influence responsable? Je vais être très bref, parce que nous voulons tous aller déjeuner. Tous et toutes. Alors, transparence internationale à 30 ans. Il y a 30 ans, dans un panel comme celui-ci, personne n'aurait dit la transparence est la réponse. Et la transparence est une monnaie à deux faces, dont l'une est l'information et l'autre est l'intégrité. Donc, merci beaucoup. Nous travaillons ensemble de la bonne manière. Les organisations de la société civile, les gouvernements, les fonctionnaires. Nous avons besoin d'action aujourd'hui, pas seulement d'engagement, pas seulement de signer des déclarations, même de passer des lois. Nous devons transformer ces règles en réalité. Nous devons vraiment nous assurer que cela se traduise dans la manière dont les affaires sont faites. Il faut vraiment aborder ce cycle de corruption que j'appelle SHI en anglais. Donc, c'est voler, cacher, profiter. Donc, nous devons couper ce cycle, interrompre ce cycle. Et nous devons faire en sorte que les gouvernements soient très actifs en établissant la transparence des bénéficiaires effectifs. Nous avons besoin de registres centraux avec des informations actualisées, accessibles au public. Les gouvernements doivent se battre contre les facilitateurs de la corruption, ceux qui aident à cacher l'argent volé. Alors, l'importance de forte démocratie, de démocratie forte est fondamentale. L'argent qui est perdu à travers la corruption en Afrique, en Amérique latine et dans la ville de Londres, au niveau de l'immobilier à New York, dans l'industrie du luxe, dans le secteur du luxe en France, ou sur le marché de l'art et des antiquités à Genève. Ce sont des gardiens de porte qui ne font pas leur travail. Alors, dans ce sens, j'espère que le Sénat pourra approuver la loi sur les gardiens, sur ces gardiens, qui est discutée aujourd'hui aux États-Unis. Le problème que nous abordons ici, c'est l'influence excessive émanant de nouveaux acteurs. Il ne s'agit pas du secteur du monde des affaires qui essaie de cacher ce qu'ils font. Il s'agit de la criminalité organisée
des acteurs étrangers qui agissent à travers de ce qu'on appelle le secteur de l'influence. Alors, les entreprises qui vendent des influences. Nous avons été informés de Cambridge Analytica parce qu'il y a eu un scandale. Il y a beaucoup de scandales similaires qui démarrent à l'étranger. C'est absolument opaque. Et nous avons créé donc un reporter de l'industrie de l'influence qui cherche ces organisations, qui cherche comment ces organisations travaillent. Et ces organisations ne se trouvent pas dans les registres que nous avons créés. Ça fait de nombreuses années que nous avons développé énormément d'outils, des outils très importants, des outils fondamentaux. Nous avons continué à les renouveler, à les actualiser, mais nous devons commencer à penser à ces nouveaux acteurs qui ne sont pas enregistrés, qui ne fonctionnent pas à l'intérieur d'un pays, qui ne sont pas non plus des agents étrangers en termes juridiques. Et nous sommes confrontés à des problèmes spécifiques. La réglementation interne nationale n'est pas suffisante pour mettre fin à ces problèmes. Alors, si vous payez un influenceur à partir d'un pays, simplement pour influencer sa communauté, si vous payez pour ça dans des élections, dans une campagne électorale, comment la législation d'un pays peut-elle aborder ce problème, peut-elle résoudre ce problème? Actuellement, c'est impossible. Et nous avons aussi la rapidité de la diffusion de ces messages avec les moyens actuels, avec les technologies actuelles. Donc, ce n'est pas à la portée des réglementations internes nationales. Donc, le rôle de l'OCDE est fondamental. L'OCDE peut aider à adopter des normes qui traversent les frontières ou aider les pays à organiser ce travail. Alors, le second point, comment allons-nous mettre en application ces réglementations? Même si nous avons les réglementations sur les normes, etc., qui émanent de l'OCDE, nous avons publié notre rapport sur l'exportation de la corruption pour mesurer de quelle manière la convention de l'OCDE contre la corruption étrangère s'applique. Je dois dire que la majorité des partis à la prévention ont une activité très faible. Et c'est une convention très ancienne, très bien établie. Nous avons besoin de réglementation, mais nous avons aussi besoin d'une collaboration multilatérale pour l'application de ces conventions, pour la mise en œuvre de ces conventions. Nous avons la collaboration multilatérale maintenant qui est établie sur le modèle du 19e siècle. Donc, le juge adresse une demande au tribunal d'un autre pays. Le tribunal qui doit répondre à la question dit « Ah non, nous devons revenir en arrière ». Entre-temps, l'argent et l'influence se déplacent dans notre monde à la vitesse d'un clic sur un ordinateur ou sur un téléphone. Donc nous devons réagir à cela. Merci beaucoup. Donc, nous allons donner la parole pour une brève intervention à Gloria de la Fuente, qui est la présidente du groupe de travail de l'OCDE. Gloria. Je pense que tout le monde est fatigué, tout le monde en a assez. Nous voudrions aller manger. Je m'appelle Gloria Fuente, je suis présidente du groupe de travail de l'OCDE, le SPO, et
Senior Public Integrity Official, c'est un plaisir pour moi d'être ici et d'avoir écouté vos expériences, de vous avoir entendu parler de vos expériences dans ce domaine particulier. Je préside le SPO et je voudrais vous dire comment l'OCDE soutient les démocraties et comment l'OCDE contre l'influence étrangère. Comme cela a été mentionné auparavant, notre groupe de travail est responsable des normes qui sont discutées ici. La recommandation de l'OCDE sur l'intégrité publique et la recommandation de l'OCDE sur les principes pour la transparence et l'intégrité. Donc, ces deux recommandations jettent les bases pour la réalisation du travail sur l'intégrité politique et l'influence extérieure. En ce qui concerne l'intégrité politique, l'engagement du SPO, c'est de soutenir les pays à élever le niveau des normes sur l'intégrité politique pour les responsables élus et désignés. Nous offrons des recommandations concrètes basées sur les bonnes pratiques pour aborder des problèmes qui peuvent être des conflits d'intérêts qui relèvent du pantouflage et du financement de la politique. Le travail sur l'intégrité politique Alors, l'objectif de ce groupe d'experts, l'objectif principal de ce groupe d'experts, c'est de développer des orientations pour les gouvernements sur comment renforcer l'intégrité politique. En ce qui concerne les questions d'interférence étrangère, je suis très fière du travail que le SPO a réalisé jusqu'à aujourd'hui, particulièrement à travers le rapport de suivi 2010, nous avons souligné qu'il y avait très peu de transparence dans le chef des gouvernements. Donc le SPO essaie de soutenir les membres de l'OCDE pour renforcer leur cadre juridique en matière d'influence étrangère. Un outil essentiel, c'est notre projet de recommandation sur le lobbying et la transparence et l'intégrité. Cette recommandation inclut des orientations, des conseils pour que les pays renforcent leur cadre sur l'intégrité et le lobbying. Le SPO est sûr qu'à travers ce travail, les membres de l'OCDE et non-membres arriveront à renforcer cette démocratie. Merci Julio de m'avoir donné cet espace de parole. Merci beaucoup. Merci Gloria. Je n'ai rien ajouté, je pense que tout a été dit par nos orateurs. Je voudrais juste vous remercier encore. Merci beaucoup pour ce panel sur ces sujets si intéressants et si fondamentaux pour la démocratie. Je voudrais mettre fin à la séance plénière de ce matin avec une citation, parce que je pense que nous allons continuer. Donc c'est une citation d'Abraham Lincoln qui dit la chose suivante. La démocratie, c'est le gouvernement des personnes, par les personnes, pour les personnes. Voilà, je pense que nous avons abordé tout ça. Ce matin, nous allons poursuivre cet après-midi.
Nous n'en pouvons plus, nous devons maintenant aller manger. Donc je vous propose de faire la pause déjeuner. Le buffet est à l'extérieur. Comme je vous l'ai dit ce matin, vous êtes tous et toutes cordialement invités. Après le déjeuner, nous nous retrouverons en petits groupes, en séance parallèle. Et la première série de séances parallèles se réunira à 14h15. Nous nous retrouverons dans différentes salles. Les salles sont indiquées à l'extérieur. Si vous êtes perdu, je suis sûre qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à vous accompagner et à trouver votre salle. Donc n'hésitez pas à demander aux membres du personnel. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est bon appétit et à plus tard.